Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes lundi 14 novembre 2022 et je continue mon petit jeu de, de digression à partir de quelques livres de philosophie. Là je vais prendre l'avant-dernier qui est Aristote métaphysique. Voilà. Alors en réalité c'est juste un appui pour digresser, il n'y a pas de commentaire de l'ouvrage, je n'ai pas lu les ouvrages, aucun de ces ouvrages que j'ai commentés, je ne les ai lus. C'est juste une sorte de prétexte à préciser la théorie déjà, d'une part préciser la théorie que je développe sur mécaniqueuniverselle.net, et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Alors, cette ultime perfection, c'est la paix universelle, une perfection écologique, une perfection spirituelle. Mais spirituelle qui ne veut pas dire une perfection religieuse, c'est pas... bien que, voilà, on ne peut pas préciser ce que sera cette humanité aboutie. Voilà, dans la théorie, la base, c'est nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs de l'humanité et nous allons vers l'humain abouti, l'humain accompli en somme, qui n'aura plus besoin de construire quoi que ce soit, puisque tout aura été réalisé. On pourrait, pour une métaphore, prendre une métaphore religieuse, dire qu'on aura construit, on aura fini par construire le paradis qu'est cette planète, ce paradis possible qu'est cette planète, on l'aura construit, on l'aura fini. Donc évidemment, c'est quelque chose qui concerne les temps futurs. Nous construisons intuitivement, sans le savoir, on construit cet état de plénitude, cet état achevé, on le construit sans le savoir. Mais évidemment, ça concerne les siècles qui vont arriver. Il faudra encore quelques siècles pour atteindre cet état-là. Et on le construit à travers aussi la démolition parfois. Voilà, la guerre par exemple, c'est une façon antagoniste de construire cette humanité. Malheureusement, on n'a pas encore la maturité pour construire de façon symbiotique. On connaît le neutralisme. Voilà, cette base-là, c'est notre origine. Lorsque nous étions une cellule primitive, à l'origine de la vie, la cellule, elle peut être dans le neutralisme, c'est-à-dire pas d'interaction avec les autres. Elle peut être dans l'antagonisme, une engendre quelque chose de négatif ou les deux engendrent quelque chose de négatif envers l'autre. Elle peut être dans le commensalisme, une engendre quelque chose de positif pour l'autre. Elle peut être dans la symbiose, les deux envoient quelque chose de positif sur l'autre, et c'est ce qui serait l'idéal pour l'humanité. Hein. D'ailleurs, je le prêche sur la mécanique universelle. Je dis, nous rencontrerons dans l'évolution, on va continuer à évoluer, puis à un certain moment, on parviendra à une sorte peut-être un libéralisme symbiotique ou une symbiose libérale, dans le sens où il y aura la liberté, hein, toujours, qui est une sorte de fondement. Il y a aussi la quête de liberté qui est un autre des fondements de l'humanité. Et l'idéal, ça serait un mixte des deux. Et c'est ce qu'on peut trouver dans la symbiose. Et au-delà, il y a l'osmose. Alors l'osmose, c'est la fusion, totale entre les êtres, quoi. Voilà. Donc c'est à mon sens la finalité de l'humanité. Voilà.
Et donc ça concerne on est sur la route et on n'est pas très loin de cette finalité. On a déjà construit pour la première fois toutes les structures, l'ONU, l'OMS, l'OMC, toutes les structures pour fonctionner universellement. On sent qu'on n'est pas loin de cette universalité. On a une vision du village planétaire. Les jeunes qui arrivent là, les enfants qui naissent, ils ont une vision universelle déjà des choses qui n'existaient pas il y a 100 ans, où il y a, voilà, on était limité, on avait une vision qui était archaïque. Et voilà, ils cohabitent aujourd'hui des gens qui sont pour qui l'horizon c'est le village, et puis cette jeunesse qui arrive et pour qui l'horizon c'est le monde entier. Voilà. Et on a découvert aussi, on a découvert les moyens de communiquer à l'autre bout de la planète, d'être en relation. Enfin, on sent bien qu'on est sur cette route de l'unité. Et c'est ce que j'essaie de démontrer de façon rationnelle sur la mécanique universelle. Voilà. Donc, d'Aristote, j'ai rien à dire en somme, parce que je connais pas. Voilà, c'est juste un prétexte à réfléchir. Apparemment, pour lui, il pense que tous les hommes désirent par nature savoir sur la métaphysique. Et déjà, le principe de cet ouvrage métaphysique, c'est qu'il serait au-dessus de la physique et qui s'intéresse aux fins dernières, au sens. En remontant les causes, etc., on arrive forcément, et c'est ce qu'essaie de faire la mécanique universelle, donc mon travail, en disant, quoi qu'il arrive, on essaye l'Occident essaye de réfléchir que de façon matérialiste, c'est-à-dire, voilà, scientifique, on s'intéresse qu'à ce qu'on voit, qu'à ce qu'on peut démontrer, on n'anticipe pas, on spécule pas sur l'idée de est-ce qu'il y a un principe créateur, sur les principes métaphysiques, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'au-delà, qu'est-ce qui a créé l'univers, etc. Et j'essaye de dire que c'est pas possible de vivre comme ça. Ça enlève quelque chose, ça nous... Alors, il y a une raison à ce que l'Occident se soit engagé dans cette voie-là. L'Occident amène quelque chose de fondamental. Mais il y a aussi tout le monde, une partie du monde, et une grande partie donc, du monde, qui veut préserver le spirituel, la question du sens, la question de pourquoi nous sommes ici, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, qu'est-ce qui a créé cet univers, etc. Toutes ces grandes questions métaphysiques. La science se pose ces questions-là. Hein. Elle cherche à savoir ce qu'il y a derrière le mur de Planck, derrière le Big Bang. Avant le Big Bang, qu'est-ce qui se passe? Elle cherche, il n'y a pas de problème. Mais comme elle ne donne pas de solution, si on reste dans l'idée que si elle laisse passer l'idée qu'il n'y a rien, que le monde s'est fait comme ça, que voilà, il n'y a pas de sens en somme, ça pose un problème d'évolution. Et on le voit, ça pose un problème d'absurdité, d'être confronté à l'absurde. Donc voilà. Et alors, Aristote. Je ne me suis pas tellement intéressé en fait à Aristote, malheureusement. J'ai toujours préféré m'intéresser à Platon, alors que Aristote, il y a des choses fondamentales comme
l'éthique à Nicomaque, etc. Je pense que, voilà, il est aussi spirituel. Il cherche peut-être plus à démontrer, parce que en fait, voilà, ils font partie de ces philosophes qui veulent pas être dans l'irrationnel, qui ont construit les bases de la philosophie. Qu'est-ce que c'est que la philosophie? C'est justement, c'est pas la religion qui peut dire, qui est dans la croyance. Je crois qu'il y a que Dieu existe, etc. Et je suis convaincu et j'essaye de démontrer que Dieu existe par les méthodes à travers la croyance, voilà, avec des méthodes que la philosophie, à un certain moment, s'est mise à contester. Et elle voulait essayer de démontrer. Mais quoi qu'il arrive, la philosophie, pour moi, elle est posée entre la science, d'un côté, et le religieux. Et elle a un rôle fondamental. Elle a justement le rôle parce qu'elle a une vision universelle et elle a une vision globale de l'évolution des choses, quoi. Et comme elle a ces deux hémisphères, elle a le côté spirituel qui est là, elle est reliée au spirituel et elle est reliée au scientifique. Et normalement, elle doit faire le lien entre les deux. Elle doit pouvoir démontrer que les deux, finalement, ont raison, que les deux travaillent à la même chose, à démontrer, à essayer d'expliquer ce monde, avec chacun ses dimensions. Et c'est pour ça que là, le philosophe aujourd'hui, à mon sens, son sens et son travail, ça serait d'empêcher qu'il y ait une sorte de mépris mutuel. Que ce mépris conduise à ce que le scientifique, disons le laïc, hein, on peut le prendre sous cet angle-là aussi. Donc, que le laïc et le scientifique, pur et dur, parce que la plupart des scientifiques s'intéressent à la question du divin, évidemment. Mais voilà, que cette partie ne méprise pas le religieux parce qu'il est il s'intéresse à une autre dimension, il est dans une autre dimension, il est voilà, dans des choses, il s'intéresse à ce qui n'est pas prouvable, il s'intéresse à ce qui n'est pas matériel, il s'intéresse à ce qui n'est pas évident, il s'intéresse à quelque chose qui est irréel en somme, qui n'est pas réel dans ce sens-là. Et donc qu'il n'y ait pas ce mépris envers le spirituel. Et le spirituel, et il doit aussi aider le spirituel à ne pas vouloir anéantir le laïc, le scientifique, à ne pas contester sa vocation, sa place dans l'évolution. Les deux sont fondamentaux et le philosophe devrait être à ce niveau-là, au niveau de la tolérance. C'est quelque chose de... Et je pense que la plupart, au moins des grands philosophes de l'histoire, ont été dans cette tolérance-là. Alors évidemment, il y a eu des périodes où il fallait développer la liberté beaucoup plus vite, et donc les philosophes sont partis du côté de l'humanisme, de quelque chose. Ils ont écarté un peu
le religieux, et parce que le religieux était oppressif, etc. Donc ils ont dû l'écarter pour pouvoir, d'abord pour permettre aux religieux de sortir du pouvoir, parce que c'est pas sa place d'être dans le pouvoir et de pouvoir bloquer l'évolution du scientifique, l'évolution du laïque, l'évolution. Voilà, il n'a pas à être là-dedans. Maintenant, il n'a plus à être là-dedans. Le religieux a fait son boulot à travers, depuis 2500 ans, depuis 3000 ans, 4000 ans, je ne sais pas. Il a accompli sa tâche, il a été fondamental pour l'évolution de l'humanité. Il a permis progressivement de maîtriser les pulsions humaines, le désir de s'affirmer aux dépens des autres. Il a développé des valeurs extraordinaires d'altruisme, de générosité, d'amour du prochain, de pardon, des valeurs qui sont formidables, quoi, et qui sont passées dans la psychologie, dans la psychanalyse, dans tout un tas de choses. Voilà, le soin, le, la religion, juste le fait de se confesser, c'était archaïquement la base de la psychologie. Évidemment, c'était archaïque, donc avec tous les défauts que ça peut entraîner, mais ça a eu le privilège d'amener ce type de pensée. L'idée du pardon, c'est quelque chose d'incroyable dans l'humanité, dans l'évolution. C'est la base de notre législation. La société, elle doit arriver à permettre à celui qui transgresse de demander pardon, etc. Et puis que la société finisse par lui pardonner. Tout notre droit est là-dedans. Et c'est là où on voit à quel point c'est hallucinant qu'on puisse laisser passer à la télévision des gens qui puissent dire on ne pardonne pas. Voilà, une telle a commis tel un crime hallucinant, évidemment, un crime. Et tous les crimes sont dans cet état-là. La majorité sont sordides. Mais aller pouvoir dire, ben moi je. Et puis à des millions donc essayer de convaincre des millions de personnes qu'il faudrait un jugement expéditif, revenir à quelque chose de moyenâgeux, quoi. Et même au Moyen-Âge, il y avait des controverses, il y avait devant les grandes questions, c'était pas aussi expéditif que ce qu'on peut imaginer. Il y avait une défense, etc., etc. Et là, on voudrait nous ramener à quelque chose de complètement archaïque. On ne pardonne pas et puis voilà, on enferme à vie. Non mais c'est hallucinant le recul que la société actuelle, là, que l'oligarchie, grâce aux médias qu'il domine et qu'il insémine en réalité, hein, parce que c'est lui qui choisit qui va mettre comme animateur, comme présentateur, donc en fait il fait les médias quand on y réfléchit. Il est construit tout simplement, ces médias-là. Et puis il écarte qui il veut et il met qui il veut. Donc l'oligarchie a construit les médias que nous avons. Et le mal de vivre que nous avons, ce sentiment d'épuisement de la société, de dépression, on se sent en état de dépression, il y a quelque chose, tout va de mal en pis, quoi. On ne sent pas quelque chose, il n'y a plus d'évolution depuis les années 80, depuis que 90, depuis que l'oligarchie a pris le pouvoir, on est dans une sorte de déclin, de désescalade du bonheur, quoi. Le bonheur est de moins en moins présent, les gens souffrent de plus en plus, et on devient de plus en plus soumis à l'absurde, on ne sait plus pourquoi on travaille, on ne sait plus notre sens, on ne voit plus de progrès social, l'ascenseur social est bloqué, les gens
voilà, les classes populaires n'ont plus du tout la possibilité de s'imaginer évoluer, de pouvoir faire évoluer pour eux ou pour leurs enfants. C'est hallucinant ce qu'ont fait les oligarques. L'oligarchie, c'est un problème majeur dans ces 40 dernières années-là, depuis que, depuis que le néolibéralisme s'est imposé. Et donc on voit un petit peu où ça conduit. Donc, et alors, le philosophe, et c'est le philosophe, en somme, sa vocation, c'est d'être anachronique, d'être à contre-courant, d'être contre le système tel qu'il se passe. Et je pense que tous les philosophes se sont opposés au monde tel qu'il est. C'est comme ça que le monde peut évoluer. Il évolue avec... la philosophie a permis une évolution intense de l'humanité, pas que la philosophie, l'art contemporain, enfin l'art qui est toujours contemporain en son temps, il est toujours critique de quelque chose. La littérature, bien souvent, est critique du monde tel qu'il est. Et on voit sous oligarchie, ceux qui passent, les philosophes qui passent à la télé sont conventionnels, vont dans le sens de la dégradation, justement, dans le sens de cette binarité, de ce machiavélisme, de ce monde qui dit nous on est du côté du bien, là-bas c'est le côté du mal. Les autres ne sont même pas invités, quoi. En fait, la philosophie qui conteste le monde tel qu'il est, elle a même plus droit au chapitre. D'abord, on n'a même plus le temps de l'écouter clairement, parce qu'il faut argumenter, c'est extrêmement compliqué. Et pourquoi? Ça me ramène à une autre question qui est importante, je trouve. Comment ça se fait que les réactionnaires prennent de plus en plus de parts de marché dans l'esprit des citoyens par rapport aux progressistes? Eh bien, pourquoi comment on pourrait dire, les durs, ceux qui prônent que la dureté, l'impitoyable, le côté impitoyable, pour, bien sûr, les classes les plus défavorisées, pas pour eux-mêmes, hein, être impitoyable pour le peuple, en tant qu'élite, pourquoi ils prennent autant de... Pourquoi ils dominent ceux qui vont prêcher la bienveillance, la complexité, éclairer la complexité? Eh bien, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile d'arriver, et c'est évident, quelqu'un qui vient qui dit tolérance zéro. Voilà, moi je propose tolérance zéro. Mais cet argument, l'argument pervers en somme, il est tout de suite recevable dans l'esprit, surtout quand il y a des drames et surtout quand les médias engendrent cet état de peur, montrent, voilà, il y a tous les jours et depuis des centaines d'années, depuis tout le temps, il y a 3 crimes, 2-3 crimes par jour, 2-3 meurtres, crimes par jour en France, chaque jour, etc. comme ça. Et pratiquement tout le temps, on parle, il va y avoir cette chose-là. On pourrait expliquer que l'humanité, elle est, voilà, pour l'instant, elle n'est pas encore parfaite. On doit lutter évidemment contre la criminalité. On doit faire, mais il y a des solutions pour éviter que quelqu'un en vienne à un crime. On va pouvoir, si on détecte bien, si on analyse, si on met le principe de l'analyse,
on va voir que une grande partie, par exemple, je ne sais pas, 80% des criminels sont des gens qui ont du mépris qui peuvent avoir du mépris pour autrui, qui peuvent ne pas avoir d'empathie pour l'autre, qui peuvent instrumentaliser l'autre, qui voient l'autre comme un instrument, par exemple. Et qui, une partie, c'est pas parce qu'ils ont souffert dans leur enfance, ça vient de leur enfance, etc. Et est-ce qu'on peut agir sur ça? Voilà, ce que la société devrait se dire. Bon, pour l'empathie, on peut faire des cours, on peut mettre ça dès l'enfance, voir les gosses qui manquent d'empathie, qui sont capables et donc les aider, les accompagner, leur développer l'empathie jusqu'à ce que, voilà, pour éviter qu'ils arrivent qu'ils sombrent dans ce truc-là. Ceux qui sont, etc. La jalousie est un facteur de criminalité. Eh bien, on travaille dès l'enfance à faire évoluer, à aider les enfants à ne pas être jaloux. Voilà comment on peut travailler là-dessus. Les psychologues peuvent, on peut la société peut dire aux psychologues de travailler sur ce truc au lieu d'aller travailler pour le marché en essayant de voir comment on peut ruser le consommateur, comment le consommateur se comporte, qu'est-ce qu'on peut faire suivant sa psychologie, comment on peut le diriger pour qu'il consomme plus, qu'il achète des choses dont il n'a pas besoin. Et en ce moment, certains psychologues vont travailler dans cette branche-là pour le marché. Donc, il y a des solutions, mais évidemment, ça demande tout un tas d'explications. Donc, face à tolérance zéro, s'il faut 2 minutes d'explication sur une phrase qui tient 1 seconde, moi je propose tolérance zéro, et s'il faut 5 minutes pour expliquer l'absurdité de ça, les solutions proposées, etc., on ne peut jamais y arriver, parce que la perversion, elle a des phrases fulgurantes comme ça. Elle a des phrases fulgurantes pour faire taire l'autre. C'est la perversion narcissique qui est au pouvoir. Et c'est pour ça qu'elle domine. Parce qu'elle n'a pas face à elle les esprits capables de démolir le pervers narcissique. Le pervers narcissique, pour le démolir, il y a des arguments, effectivement, mais il faut être un sportif de haut niveau à ce niveau-là pour pouvoir arriver à bloquer ces phrases, perverses qui sont là. Voilà, il y a trop d'immigrés. De toute manière, c'est toujours la faute la plupart des crimes, ce sont des étrangers. Voilà. Bon, pour aller démonter ça, il va falloir 10 minutes d'explication. On ne peut pas. C'est faux. Alors, sinon, il faut poser des lois. Ça, c'est interdit. Vous avez des arguments? Non. Alors, donc, vous êtes condamné à payer tant parce que ce que vous venez de dire, c'est injuste. Et là, c'est la faiblesse des démocraties. Elle ne sait pas quoi faire devant cette perversion, devant ces phrases toutes faites, devant il faut les renvoyer chez eux. Alors que, voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre derrière, il faut. Évidemment, c'est facile, qui retourne en Afrique, voilà, un truc, il y a des immigrants qui viennent, l'immigration, elle a été, voilà, mon père est venu en 1920, il est passé par la frontière de façon illégitime pour venir travailler en France parce qu'il y avait des gens il y avait des entrepreneurs qui avaient besoin de personnes et ils venaient les attendre. Il y avait tous les entrepreneurs qui étaient là de toute la France, qui les accueillaient quand ils arrivaient à Nice. Ils passaient en fraude par la montagne au risque de leur peau, etc. Et ils arrivaient là, ils étaient dispatchés pour aller travailler dans les mines, dans ci, dans ça, etc. Voilà.
on peut expliquer toutes ces choses-là. On peut expliquer, on peut développer l'empathie des gens en disant, voilà, vous imaginez, c'est ce que font d'ailleurs ceux qui s'opposent à ces phrases toutes faites. C'est la faute, ils n'ont qu'à retourner en Afrique. Ça exige un travail d'empathie, un travail de compréhension, un travail de complexification des choses pour montrer que les choses sont complexes, qu'avec ces phrases, qu'elles ne tiennent pas sur leur guibole, ces phrases-là. Et ça, c'est pour ça qu'on n'a pas pu arrêter cette vague-là, disons-le, raciste, colonialiste, cette vague qui est née de la peur de l'autre, de la peur d'être envahi, de la peur de ne pas savoir, qu'on prenne sa place, de la peur qu'on nous empêche d'être dans l'élite et de profiter du système et de profiter de la vie, de la peur, de tout un tas de peurs comme ça qui sont irraisonnées, irrationnelles, parce qu'en fait, la société, toutes les sociétés, il n'y a jamais un grand remplacement qui s'est fait dans l'histoire de l'humanité. En dehors d'un groupe violent qui vient, un groupe armé, une armée qui vient, qui prend la place parce qu'elle elle est militairement là, c'est une invasion, quoi. À part par les invasions, ça a été le cas, et ils sont très rares ces cas-là. Ça a été le cas de l'Europe quand elle est arrivée en Amérique. Ils sont arrivés, des militaires, etc. Et puis ils y sont allés d'abord en douce, ils se sont fait laisser... les gens, les autochtones, les Indiens n'ont pas vu le danger. Ils ont un peu accepté, même si certains ont vu le danger. Et puis après, c'était trop tard. Ils avaient déjà une force, ils avaient des armes qui étaient imparables. Ils avaient une psychopathologie. C'était des psychopathes qui étaient capables de tuer sans complexe, d'être d'une violence et d'une cruauté hallucinante et de faire régner l'ordre par la peur. Donc ils ont réussi à dominer une société qui était bien plus avancée qu'elle spirituellement et donc par la peur qu'ils faisaient. Mais dans aucune, c'est pas le cas de l'immigration. L'immigration, toutes les sociétés finissent par ingérer, par digérer leurs immigrés. Les immigrés finissent toujours par être fondus. La société, la nation, elle finit toujours par digérer entièrement ces immigrés, qu'ils soient petits en petit nombre ou en grand nombre. Il y a eu des millions de personnes qui sont arrivées quand il y a eu la guerre d'Algérie, ceux qui sont venus à la sortie de la guerre d'Algérie. Ils ont été intégrés dans le système. Ils n'avaient pas du tout la même mentalité, ils n'avaient pas du tout la même façon de penser, de voir les choses, etc. Ils avaient c'était une façon, ils avaient vécu sur un continent africain, etc. Et pourtant, ils ont été complètement ingérés par la société. Et c'est pareil avec les Italiens, et c'est pareil avec les Espagnols, et c'est pareil avec tous ceux qui sont venus dans le système. Ça n'empêche pas qu'ils ont gardé quelque chose que c'est compliqué d'ingérer, de s'assimiler totalement. Et il reste quelque chose. Voilà, peut-être qu'un Victor Hugo qui était originaire, dont l'origine était italienne, s'est senti totalement français et ne se sentait même plus du tout avec cette parcelle d'Italie qui était de son origine. Et c'est mon cas aussi. Voilà, même s'il reste toujours quelques petites choses comme ça, on appartient tous à quelque chose. Mais c'est pareil pour quelqu'un qui vit à Paris et qui est breton, il garde cette chose, quelqu'un qui est du Sud, etc. On a ce petit besoin, mais ça n'empêche pas que la nation, elle, englobe, elle avale toutes ces choses-là. Donc c'est une absurdité.
le fait de dire, de penser au grand remplacement, qu'on risque d'être grand remplacé. Ils seront, c'est simplement parce que on ghettoise qu'il n'y a pas de mélange qui se fait. Il se fait le mélange, hein, parce que de plus en plus, les gosses vont à l'université, etc. Et voilà, la société, elle se créolise, comme on pourrait dire, voilà, on est sur cette voie-là, mais on fait pas l'effort d'intégrer ces nouveaux arrivants qui arrivent d'Afrique. euh, on ne fait pas l'effort de faire en sorte de leur faire. Il faut qu'ils se fassent vraiment leur place. Ça a toujours été un peu comme ça, hein, et c'est peut-être une bonne chose. Peut-être qu'il faut que ça soit difficile pour l'immigré, parce que ça le force à vouloir s'intégrer, ça le force à faire un effort. Mais par contre, si on lui met des barrières, si on lui met des barrages, c'est pas juste. Aux États-Unis, il fallait faire un effort quand on arrivait d'Italie, du Portugal, d'Europe centrale, de n'importe où. Il fallait faire un effort. Il fallait d'abord arriver dans un ghetto entre Italiens, entre etc., Polonais, machin. Et on rentrait, on était dans ce système, et puis progressivement, mais il n'y avait pas de barrage. Le barrage s'est sans doute fait avec l'ancien esclavage. Ça, c'est clair qu'il y a eu quelque chose de grave, de gravissime à ce niveau-là, parce que on laissait la liberté de s'émanciper à tout le monde, sauf aux esclaves, sauf à ceux qui avaient été affranchis de l'esclavage. Donc là, il y a quand même une sorte de méchanceté qui est basée sur le racisme, hein, tout simplement. Donc, et voilà, c'est dans l'humanité, ça existe. Le racisme, il existe entre deux peuples africains, entre deux peuples d'Amérique latine, etc. On le retrouve, cette chose-là, c'est quelque chose d'inhérent qui est là et qu'on doit combattre et qu'on parviendra à combattre, qu'on parviendra à dominer et à domestiquer. C'est clair, l'humanité, dans 2, 3, 4 siècles, elle en aura fini avec le racisme, avec l'antisémitisme, avec toutes avec l'envie, avec la jalousie, ça sera réglé, on aura trouvé la solution à ça, soit éducative, soit même technique. On trouvera l'humanité trouvera la clé, puisque c'est un handicap au bonheur. Et l'homme cherche à être heureux. L'humanité veut atteindre le bonheur intuitivement. Il n'y a pas de... C'est comme ça. Donc voilà, pour cette vidéo. Bon, je vais en rester là pour cette vidéo. Et voilà, c'est des digressions bon, si vous pensez que ces propos ont du sens, qu'ils peuvent intéresser les autres, eh ben, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne. Voilà, vous savez comment faire, je pense. Il faut mettre des petits pouces, ou il faut s'inscrire, etc. Enfin, s'inscrire, s'abonner à la chaîne. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci. La fin s'est fait un peu brutalement, hein, mais je suis un peu fatigué. Merci, à bientôt.